Cette vidéo est une présentation de... Bonjour, mon nom est Richard Cardin. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis le père de Jean-Philippe, qui est le directeur du GeekFest ici à Montréal. Je suis un ancien technicien de laboratoire, puis je suis un maniaque de bière. J'ai appris à faire la bière un petit peu par choix. J'ai fait un petit peu de vin, mais l'avantage de faire de la bière, c'est qu'on peut partir des ingrédients premiers. Et puis, moi, j'ai toujours été une personne qui est curieuse puis qui est expérimentateur. Donc, à ce moment-là, ça me permet de valider des choses qui sont sur le marché. J'ai commencé à faire de la bière avec des kits de Cacane. Et puis, à un moment donné, en 1997, j'ai décidé d'aller suivre un cours à Saint-Hyacinthe sur le brassage de la bière. Donc, c'est là que j'ai commencé à brasser à partir de des ingrédients premiers. Donc, ça fait à peu près 18 ans que je fais de la bière à partir de grains. À ce moment-là, j'ai commencé à me collectionner toute la vaisselle, les contenants nécessaires pour brasser au grain. Je vais faire ma présentation comme en deux parties. Une partie plus théâtrale qui va expliquer un petit peu c'est quoi le brassage de la bière. Et ensuite, je vais y aller avec un petit peu qu'est-ce que je fais à la maison avec un support de quelques photos pour, compléter le tout. La bière, c'est majoritairement préparé à partir de grains de céréales qui sont maltés. Ça, je vais expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est. Les principales étapes, c'est l'incubation et l'incubation et l'extraction de l'amidon de grains de céréales maltés, habituellement de l'orge dans l'eau chaude. Qu'est-ce que ça fait, ça, le maltage? C'est que c'est un processus de germination des grains, et lorsque le grain est à environ la longueur le germe est de la longueur du grain, le malt est séché, et puis, dépendant du degré de séchage, à ce moment... Ah, c'est Jean-Philippe. Dépendant du degré de séchage, à ce moment-là, le grain va prendre une couleur et il va donner des arômes. La plupart du temps, il y a 2 ou 3 sortes de grains qu'est-ce que ça fait, le processus du maltage? C'est que ça va développer des enzymes qui vont pouvoir, à ce moment-là, briser les grains d'amidon qui sont dans le grain, et puis produire des sucres simples, doubles, triples, que la levure va ensuite fermenter pour produire de l'alcool et le gaz carboné. Donc, lorsqu'on casse le grain, on va le mettre dans une solution d'eau chaude où est-ce que les amylases, les enzymes vont briser les chaînes d'amidon. On recueille ensuite ce jus-là pour le mettre dans le bouillage, et c'est à ce moment-là qu'on rajoute le houblon, qu'on va faire refroidir le jus. Et puis, on va mettre la levure en fermentation. Donc, le malt, c'est produit à partir de grains de céréales sélectionnés, mais habituellement, c'est de l'orge. On peut utiliser des grains de sarrasin, de sorgho, de blé, d'avoine, d'autres céréales, mais essentiellement, dans 95% du temps, c'est l'orge qui est utilisée pour faire de la bière. Aujourd'hui, avec le phénomène des microbrasseries, on a beaucoup plus de variétés de grains qu'on peut voir sur les étiquettes qui sont utilisées pour la bière.
j'ai expliqué tout à l'heure que c'était avant que le grain soit malté, le grain est dur. Et après que la germination soit faite puis que le grain est séché, l'écorce devient tendre, ce qui nous permet de bien briser le grain, parce qu'il faut le briser juste en partie pour permettre après ça que l'écorce serve de lit filtrant pour aller recueillir un jus clair qui va nous permettre d'amener le tout au bouillage. On peut rajouter ce qu'on appelle des adjuvants de brassage, qui sont d'autres types de céréales, mais aussi des céréales qui sont préparées de d'autres façons, comme on peut rajouter du maïs en flocons, de la farine de blé ou du riz, qui va nous donner des goûts spéciaux à notre bière. Par contre, dans certains pays, dont l'Allemagne, il y a la loi de pureté allemande qui s'appelle le Reinheitsgebot, qui interdit l'ajout de quoi que ce soit. Donc, il faut que la bière soit faite à partir d'orge, d'eau, de levure et de houblon, évidemment, parce que le houblon est très spécial là-dedans. L'eau de brassage est très importante aussi parce que dans certaines... elle a une grosse influence sur les propriétés de la bière. Certaines brasseries sont reconnues par la caractérisation de leur eau. On peut penser à Burton-on-Trent pour leur Pale Ale, à Dublin pour les Stouts, puis à Pilsen en Allemagne pour les lagers. À ce moment-là, à Pilsen, l'eau est très, très douce et puis ça donne une caractéristique spéciale. Donc, la plupart des brasseries ajustent leur eau en fonction de la bière qu'ils veulent brasser. Si on veut émuler une bière, je sais pas moi, une stout de style Dublin, ben on va prendre notre eau qu'on dispose. On va, à ce moment-là, aller chercher les caractéristiques physico-chimiques de l'eau et puis on va rajouter des sels pour, à ce moment-là, faire à peu près la même chose que le style de bière qu'on veut émuler. Évidemment qu'on ne peut pas enlever des éléments chimiques de l'eau. Par contre, on peut en rajouter. La mouture lorsqu'on prépare la bière, on utilise les grains maltés. Les grains maltés, si je peux vous montrer un petit peu, vous pouvez faire le tour. Peut-être ça, c'est du houblon. Tiens, Jean-Philippe, tu peux distribuer ça. Ça vous donne un petit peu... Ça, le houblon, c'est tout à l'heure. Ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est. Lorsque c'est séché de façon très, très douce, à ce moment-là, le malt n'a à peu près pas de couleur. Et vous pouvez l'ouvrir, goûter quelques grains si vous voulez. Parce que, et puis, lorsque le grain est rôti un petit peu plus, dépendant du type de processus, le grain va prendre de la couleur et il va nous donner certains goûts spéciaux. On peut penser au cristal malt qui va nous donner un goût plus sucré avec des saveurs de caramel qui va être de couleur dorée ou rougeâtre. Puis à ce moment-là, on a peut-être, je sais pas, 20, 25, 30 types de malt différents qu'on peut acheter pour ajuster en fonction du type de bière qu'on va faire. Évidemment, les grains le malt pâle qu'on utilise peut être utilisé à 100%,
Par contre, la plupart des types de bières qu'on peut produire va demander des grains de spécialité. Mais les grains de spécialité, généralement, ça va être un maximum de 15-20 % parce que les enzymes, il n'y aura pas assez d'enzymes pour convertir toute la bière. Le grain est moulu, juste brisé, et mis dans un contenant avec un faux fond qui va nous permettre de garder le grain sur le dessus et permettre au jus de passer. Le faux fond, finalement, c'est tout simplement comme un grillage qui va nous permettre de laisser le grain sur le dessus et laisser l'eau passer. Le processus de conversion consiste à mélanger l'eau de brassage à la mouture dans un contenant température contrôlée. Normalement, c'est à peu près entre 60 degrés Celsius et 70 degrés Celsius. On a deux types d'amidon. Deux types d'enzymes qui peuvent être produits. Une, la bêta-amylase qui va aller entre 58 et 63 degrés Celsius, qui va briser les chaînes d'amidon en sucre simple, double ou triple, tandis que les bêta-amylases qui vont en 63 et 70 degrés Celsius vont produire des sucres qui sont plus complexes, qui vont donner plus de bouche à notre bière. Donc, puis, à ce moment-là, il y a quand même une zone où est-ce que les deux vont agir qui vont agir ensemble. Donc, si on veut une bière qui est très, très, très sec, très douce, on va faire notre conversion à une température plus basse. Tandis que si on veut une bière qui a beaucoup de bouche, qui a beaucoup qui est plus complexe, on va aller faire notre conversion à des températures plus hautes. À la fin, ça, c'est des processus qui sont quand même assez rapides. À partir du moment où on mélange l'eau avec notre grain qui est concassé, généralement, en dedans de 70 minutes, nos enzymes ont fini de travailler. Ça, je vais y revenir tout à l'heure avec ma complémentarité. Donc, une fois que nos enzymes ont fini de travailler, il faut extraire le jus. Donc, le grain reste par-dessus le faux fond et on a une sortie en dessous du faux fond où est-ce qu'on va aller chercher le jus sucré. Au début, le jus il est trouble. On le remonte dans le jus, dans la casserole jusqu'à temps que le jus soit clair. Puis ensuite, on envoie ça dans la bouilleuse. Le bouillage, normalement, dure 60, 70, 80, 90 minutes en fonction du temps de la réduction du volume qu'on va avoir en fonction de la concentration qu'on veut obtenir. Et c'est à ce moment-là qu'on rajoute le houblon. On peut rajouter d'autres types de sucre. On peut rajouter un paquet d'affaires au bouillage. Comme exemple, si on veut faire une blanche de type belge, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter de la coriandre, de l'écorce d'orange pour faire vraiment une bière vraiment typique de bière blanche typique belge. Donc, à ce moment-là, si je fais une bière de Noël la semaine prochaine, je vais rajouter mes épices à l'étape de bouillage vraiment pour aller dégager les arômes au maximum. Oui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais qu'en cuisine, on va aller chercher un maximum de saveur des épices en les faisant griller. Non, ça peut être une option. C'est ça, comme regarde ça, c'est le genre de type
de choses qui est intéressante éventuellement à faire, mais je ne peux pas te répondre tant que je ne l'ai pas essayé à ce moment-là. Donc, à ce moment-là. Mais si, évidemment, moi, mes épices, si je les mets à 45 minutes de bouillage, il n'y aura peut-être pas la même arôme que si je les mets à la fin du bouillage. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut savoir doser. Et puis, c'est des choses qu'on n'est pas capable de mesurer tel quel. Donc, c'est le goût final qui va nous dire, ben, oui, ça a fonctionné, ou ça n'a pas fonctionné. Une fois notre bouillage terminé, encore là, on obtient un jus parce qu'on a rajouté du houblon, soit au départ pour donner l'amertume ou vers la fin pour l'arôme à ce moment. Parce que le houblon qu'on rajoute au départ, il lui contient des arômes, mais à force de bouillir, les arômes ils vont disparaître. Puis c'est pas le même type de houblon d'amertume puis d'arôme qu'on va utiliser. Puis vers la fin du bouillage, on va utiliser des arômes qui vont nous en tout cas, qui va nous laisser des arômes dans la bière. Une fois que c'est terminé, il faut refroidir. On ajoute, avant la fin du bouillage, on ajoute ce qu'on appelle des produits pour vraiment précipiter les solides. On fait un genre de tourbillon. Donc, tout descend dans le fond de la bouilleuse et tout ce qui reste, c'est un jus clair. Moi, personnellement, à la maison, j'utilise un refroidisseur à contre-courant. Donc, mon jus pratiquement bouillant descend à l'intérieur d'un tube de cuivre qui est entouré d'une gaine de plastique. L'eau rentre par en bas de la gaine de plastique. L'eau froide rentre par en bas de la gaine de plastique à l'entour de mon tube de cuivre et à l'intérieur de mon tuyau de cuivre, l'eau rentre bouillante par en haut et elle redescend à température pièce en bas. Évidemment, la levure qui est utilisée, maintenant on peut l'acheter, c'est pratique parce que il y a deux principales compagnies qui produisent des levures qu'on peut utiliser directement. Souvent, les gens, les brasseurs maison vont faire des recettes de 23 litres. Donc, on achète la levure en fonction du type de bière qu'on veut utiliser et puis on met ça à la bonne température et en dedans de quelques heures, la levure se multiplie puis on a une bonne fermentation. Donc, on peut commencer avec, mettons, mon processus. On peut dire que le processus... oui, OK, le mal parle, OK. On peut dire que le processus complet, là, pour partir de zéro, moi, ça me prend à peu près 10 heures, peut-être 2 heures de préparation la veille. Et le jour du brossage, c'est quand même un gros 8 heures. Donc, le malt qui est utilisé, ça c'est ce que je vous ai promené, c'est ce que je vous ai donné. C'est le malt, c'est de l'orge. Moi, ma recette, normalement, c'est à peu près 18 kilos pour faire à peu près 95 litres de bière à une concentration normale. Avant ça, va donc dans le fichier Excel. Je ne sais pas s'il va s'ouvrir. Évidemment, il faut que je prépare ma recette. Donc, la journée d'avant ou 2 jours avant, tu peux descendre. À ce moment-là, voilà. À ce moment-là, il y a, moi, j'ai une feuille Excel, mais il existe aussi un logiciel qui s'appelle Promage, puis il y a un autre aussi, qui va nous permettre, en mettant toutes nos données de quantité, puis tout est décrit, le potentiel extrait, la couleur potentielle, qui va nous valider la finalité de notre bière. Si on veut une bière qui est pâle, tous les calculs se font sur la feuille de travail. Puis ça, c'est important d'avoir une feuille de travail parce que si on ne prend pas de notes, puis la fois d'ensuite, on veut répéter qu'est-ce qu'on a fait, on ne sera pas capable de le faire.
Donc ici, dans le cas présent, j'ai fait une PLL. Donc c'est 100% du marais sauterre, c'est un malt anglais. Et puis ensuite, en bas ici, c'est mes houblons que j'ai rajoutés. Je n'ai pas rajouté aucun autre ingrédient spéciaux. Ici, c'est mes houblons que j'ai rajoutés avec mes temps d'ébullition, le pourcentage d'utilisation. Ça, c'est toutes des tables qui existent là, pour aider au calcul. Et puis, sur les pages subséquentes, moi, tout est indiqué. OK, sur ma feuille de travail ici, là. Donc, ma température d'eau que je vais amener. En réalité, là, c'est comme vraiment chacune des étapes est décrite là-dessus et j'ai des places pour aller prendre mes notes. Je prends mes mesures de pH et on prend aussi, à mesure que ma conversion se fait, des mesures de densité, c'est-à-dire des mesures de sucrosité de mon jus à l'aide d'un appareil qui s'appelle le réfractomètre. Et puis à ce moment-là, l'avantage du réfractomètre, c'est qu'on met 1 ou 2 gouttes sur l'appareil, puis on regarde à la lumière et ça nous indique, avec l'indice de réfraction, la quantité de sucre qu'il y a dans notre jus. Les types de bières, OK, ben, les types de bières, évidemment, il y a des pale ale, il y a des brunes, il y a des blondes. Ce qui est intéressant en brassant nous autres mêmes, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Par contre, évidemment, il faut avoir un minimum d'équipement, il faut avoir un minimum de connaissances. Et puis, il y a beaucoup de magasins de bières et vins qui vont avoir l'équipement disponible pour le faire. Puis, il y a beaucoup de littérature aussi qui est disponible pour savoir comment faire. Les équipements, ça prend... non, va donc dans les autres fichiers là, contenant et Mashton. OK. Donc, moi, pour mon setup, ça fait un bout de temps. Là, je m'étais fait préparer des montants avec différentes hauteurs parce que tout fonctionne à gravité. Ça, c'est mon contenant pour faire chauffer mon eau et mon eau est chauffée au propane. Évidemment que je fais circuler l'air dans le sous-sol pour pas m'intoxiquer. Ça ici, c'est mon contenant pour faire ma conversion avec mon faux fond. Voyons la photo suivante. Ça, c'est un faux fond. Donc, c'est un grillage dans le fond du contenant qui va nous permettre de tenir notre malt et faire un lit filtrant pour aller chercher notre jus sucré. Bon, évidemment que c'est ça. Pour la préparation, le concassage du grain, ça peut se faire d'avance. La préparation de la recette d'avance. L'eau, on peut la mettre dans mon contenant d'avance. J'ajuste le pH de mon eau et je vais ajuster aussi des ajouts de sels minéraux nécessaires si nécessaire par avant. Donc, le matin du brassage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir mon chauffage de mon eau, l'amener si je veux, moi je connais ma capacité thermique dans mon système. Je sais que si je mets 18 kilos de grains dans ma cuve de conversion et puis que mon eau est à 80 degrés Celsius, je vais avoir une température finale de 64 degrés Celsius en mettant la bonne quantité d'eau dans mon contenant. C'est ce qu'on appelle l'empâtage. Donc, comme je disais, en dedans de 70-90 minutes,
les enzymes. Bon, non, vas-y en séquence. En séquence? Oui. À partir de... Comme concasseur. Oui. Oui, ben c'est ça. Ben là, je vais revenir en arrière. Bon, ça, c'est un concasseur. C'est tout simplement que le grain va passer dans le moulin doucement Attends, OK. Et puis, ce sont tout simplement deux rouleaux de métal qui vont seulement briser le grain. Il ne faut pas le mettre en poudre, sinon on ne pourra pas avoir de filtration de notre eau. On va avoir un gâteau solide qui va nous empêcher d'avoir notre jus. Suivante. OK. Ça, c'est le grain qui est concassé. On voit qu'apparemment, il y en a qui ne le sont pas, mais s'ils sont juste brisés un petit peu, ça va permettre à l'eau d'aller chercher l'amidon, de dissoudre l'amidon, puis qu'ensuite nos enzymes aillent briser les grandes chaînes de sucre pour faire notre jus sucré. Suivant. Ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Ça aussi, c'est le faux fond. Ensuite, sur ma cuve de conversion ou sur ma cuve de bouillage à ce moment-là, j'ai un thermomètre qui est spécialement en fonction du brassage à ce moment-là. Donc, on va avoir nos températures de conversion si on veut une bière plus sec ou plus goûteuse. En tout cas, puis l'important, c'est de savoir vraiment à quelle température qu'on fait notre conversion. Suivant. Donc, ça, c'est ce que ça a l'air une fois le grain mélangé à l'eau. On voit que ça fait comme une genre de petite broue ici. Ça, c'est une indication que nos enzymes travaillent. C'est vraiment fascinant à voir. Et puis, je prends des mesures à peu près toutes les 15 minutes pour savoir si tout va bien. Suivant. Ça, c'est bon. Encore là, c'est très maison. On utilise les outils qu'on a. Donc, j'ai des contenants de 4 litres que j'utilise et pour faire mon remontage jusqu'à temps d'avoir un jus clair. Et ensuite, le processus de ramassage du jus qui va aller dans la bouilleuse dure à peu près 70-80 minutes. Il ne faut pas extraire le jus trop rapidement pour faire un bouchon sur notre lit filtrant. Par contre, il faut que tout aille selon un rythme régulier. Au début, notre jus est super sucré en sucre. Et puis pour vraiment aller tout extraire le sucre qu'on a dans notre mélange, on va rincer avec de l'eau chaude jusqu'à temps qu'il n'y ait presque plus de sucre dans notre grain pour que tout se transfère dans la bouilleuse. Suivant. OK, ça aussi, c'est la même chose. OK, on voit un petit peu plus le réglage. Suivante. OK, ça, c'est justement à l'étape de rinçage. Moi, mon installation, je pars de ma cuve où est-ce que j'ai de l'eau chauffée et doucement, l'eau s'en vient par-dessus le grain parce qu'il ne faut pas, une fois que tout le grain est placé, on ne veut pas le déranger parce que le lit filtrant, on a déjà commencé à retirer notre jus qui est clair, puis à mesure qu'on va mettre de l'eau qui est moins dense, tout le restant de notre jus sucré va descendre pour finalement tout aller chercher pour amener dans la bouilleuse. Suivant. Ça, c'est quoi? Ça? Ah, OK, ça c'est... J'ai pas vraiment... Ah oui, j'ai pas de photo de bouillage tel quel, parce que... Je sais pas, j'avais une vidéo, je n'ai pas pris de photo, parce qu'il n'y a pas de grand-chose d'intéressant. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que
Comme il y a à peu près une réduction de 7 à 10 % du volume de notre liquide dans la bouilleuse, ça fait beaucoup de vapeur. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai une hotte installée au-dessus de la bouilleuse qui envoie ma vapeur d'eau dehors. Et puis, au début, comme je parlais au début du bouillage, on met le houblon d'amertume. Donc, regarde, comme si j'ai deux types de houblon. Si vous pouvez juste éplucher puis sentir, j'ai du houblon d'amertume qui est le Magnum. Et puis, j'ai un houblon d'arôme qui est le Alerto ici. C'est ça que ça ressemble. On peut utiliser le houblon sous diverses formes, mais pour mes besoins à moi, ça, c'est du houblon qui est vraiment pressé comme on pourrait dire des crottes de lapin, là, finalement. Mais il faut faire attention parce que lorsqu'on l'insère dans le bouillage, ça fait comme une explosion. Puis, qu'est-ce qui peut être vraiment désagréable? C'est que si notre bouillage est assez proche du rebord de notre contenant et que ça explose, ça fait ce qu'on appelle un overboil, puis ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Puis ça, c'est vraiment pas le fun. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent de contrôler ça. C'est un genre de liquide à base de, je ne sais pas trop quoi, là, c'est un liquide anti-bouillage, et puis qui réduit la possibilité que notre liquide sorte de notre contenant. Ça, c'est parce que c'est vraiment pas intéressant. Parce que je peux vous dire franchement, à toutes les étapes du brassage, il y a un risque qu'il y ait quelque chose qui fonctionne mal. Et je les ai toutes vécues. Mais pas toutes en même temps. C'est sûr que si notre gâteau de grain est trop épais et qu'il n'y a plus rien qui coule, ça, c'est plate. Si je suis en train de chauffer et que je manque de propane, ça, c'est plate. Si mon contenant de bouillage, il déborde, ça, c'est plate. C'est parce que ça fait un méchant dégât du jus sucré, là, c'est pas agréable, pas tout. OK. Puis ça, là, c'est un exemple de mon réglage. Ici, on voit mon tube à contre-courant qui est branché à la sortie de ma bouilleuse. Et puis, le jus s'en vient dans des contenants qui ont déjà été préparés. Ça, c'est des contenants de 54 litres. On va remplir à peu près jusqu'ici, jusqu'au niveau du berceau, et ensuite, on va ensemencer la levure. Suivante. OK. Des levures, comme moi, j'avais accès à des microscopes au laboratoire, c'est un exemple de ce que ça peut ressembler. Souvent, ça va être des formes rondes ou ovales, et ça se multiplie par bourgeonnement. Mais ici, ça, c'est des levures qui sont comme en dégénérescence. Ça, c'est des levures qui sont très en santé. La propriété des levures, c'est que ils ont comme deux phases. OK, dans le suivant, je pense que j'ai d'autres photos de levures. Ça, c'est d'autres levures ici. On voit ici la multiplication là, par bourgeonnement. Et puis, à chaque fois qu'ils se multiplient, ça laisse des cicatrices. On voit des petites marques ici sur les levures. Donc, ça se multiplie un certain nombre de fois. Et puis, OK, suivante. Suivante. J'ai la possibilité aussi de garder des levures sur gélose. C'est un milieu de culture qui est préparé et de façon, comment je veux dire, avec des techniques microbiologiques. Tout simplement, je vais chercher une goutte de levure pure. Et puis, dans un milieu stérile, je vais ensemencer mon tube à essai de sorte que je peux garder ça au réfrigérateur. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment avoir des techniques de microbiologie là-dessus. Puis chaque colonie ici provient d'une seule cellule. Donc, à ce moment-là, ça nous permet, ça me permet, si je veux me remonter
comment dire, une levure pour ensemencer une bière particulière, il faut que je me prépare une semaine d'avant. Je vais aller chercher une colonie. Je vais aller dans un petit volume. Le lendemain, je vais doubler mon volume. Ensuite, doubler, jusqu'à temps que j'ai assez de levure pour ensemencer toute la quantité de bière que je veux. Parce que ça prend à peu près, je pense, c'est 10 millions de levures par millilitre pour ensemencer la bière. Donc, mais ça se multiplie assez rapidement. Suivant. Ça, c'est mon... Bon, il faut dire que la levure a quand même deux phases. Une phase de respiration et ensuite une phase de fermentation. Pour que ça aille bien, il faut lui donner de l'oxygène parce que lorsque le liquide qui est bouillant est refroidi, il n'y a pas d'oxygène. Donc, en faisant, ça c'est juste pour montrer, c'est dans l'eau, en faisant un barbotage au travers, ça c'est une bonbonne d'oxygène pur, qui est qualité alimentaire, grade alimentaire, en faisant oxygéner notre mou refroidi. C'est pas long parce qu'on va chercher à avoir mettons, les contenants que je vous montrais tout à l'heure, 5-6 minutes avec cette pierre de dispersion-là. Ça donne suffisamment d'oxygène pour permettre à la levure de bien se multiplier. Suivante. OK. Ça a l'air peut-être un petit peu spécial, mais ça, c'est la levure qui est en train de se multiplier, justement. Au départ, la levure, comment je peux dire, elle va se disperser dans le milieu, et à mesure qu'elle se multiplie, elle prend des portions macroscopiques. Elle va se multiplier 5 à 10 fois, et puis elle va faire une genre de pâte avant de commencer vraiment sa fermentation telle qu'elle. Suivante. Encore là, c'est un petit peu plus loin dans le processus parce que ça prend à peu près, entre le moment où on inocule la levure et qu'elle commence vraiment à fermenter, son processus de respiration tel quel, ça prend à peu près 8 heures, 6 à 8 heures. Donc là, on voit que dans cette bière-là, elle me fait des gros grumeaux. Puis est vraiment en phase de multiplication. Ensuite, là, on voit qu'on commence à avoir pas mal de mousse, là. La phase de multiplication diminue et la phase de fermentation débute. Il faut dire que ça prend à peu près, pour une ale, parce qu'il y a deux types de bières, les ales et les lagers. Les ales, ça prend à peu près entre 3 et 6 jours pour fermenter. Puis, température de fermentation, environ entre 20 et 25 degrés Celsius. Tandis que les lagers, les levures à lager vont fermenter à des températures beaucoup plus basses, entre 5 et 10 degrés Celsius. Par contre, le processus de fermentation va être beaucoup plus long. Lorsqu'on n'a plus de signes, lorsque la fermentation est terminée, lorsque la fermentation est terminée, avant d'arriver là, on le sait que la fermentation est terminée lorsqu'il n'y a plus d'activité dans nos contenants. À ce moment-là, on a beaucoup de levure qui s'est sédimentée dans le fond. Je fais un transfert pour enlever le gros des levures et m'assurer que la fermentation est terminée. On prend une densité avec, à ce moment-là, le réfractomètre n'est plus nécessairement utile. C'est avec un hygromètre. Donc, c'est un genre de tube avec un bulbe dans le bout qui est calibré, qui nous permet de mesurer la densité de notre liquide. On peut savoir à peu près à quoi s'attendre lorsqu'on voit qu'il n'y a vraiment plus d'activité à ce moment-là, après la deuxième fermentation. On rajoute un peu de sucre dans notre contenant, parce qu'il reste toujours des levures en suspension. Et ensuite,
il y a la mise en bouteille. Même si on pense qu'il n'y a plus de levure dans notre bière qui est finie, à moins de laisser notre contenant pendant des mois de temps, puis que tout est sédimenté, mais en dedans d'une semaine ou deux, il reste toujours de la levure. Donc, le processus de mise en bouteille est tout simplement par gravité. C'est un tube qui part de notre contenant de bière et qui s'en va, où est-ce qu'on va tout simplement remplir nos bouteilles de bière. Au niveau commercial, ben là, c'est encore là. Au niveau commercial, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils filtrent leur bière. C'est rendu tellement spécialisé que, la plupart des grosses brasseries vont filtrer leur bière puis ils vont nous donner un produit super clair, OK? Par contre, des brasseries comme Unibrou, où est-ce qu'ils font des refermentations en bouteille, ils vont filtrer la bière pour enlever la levure originale pour ne pas se la faire voler. Et ils vont refaire une fermentation en bouteille, mais avec ce qu'on appelle une levure d'expédition. Une levure tout simplement qui est neutre, qui va faire la job, qui va faire une deuxième fermentation en bouteille, qui n'enlèvera pas la qualité originale de la bière parce qu'elle va déjà avoir été fermentée avec la levure originale, mais on ne la retrouvera plus dans la bouteille à ce moment-là. Mais moi, je le sais que avec ma collection de levures, j'en ai des levures originales de Unibrou. Et ça, c'était avant qu'ils vendent à Slimane puis qu'ils commencent ce processus-là. Mais je les avais gardés. Puis j'utilise beaucoup, entre autres, la levure de Maudite puis la levure de Fin du Monde qui ont des qualités exceptionnelles parce que chacune des levures va produire des esters. Puis chaque type de brasserie dans le monde a ses propres levures. Donc, il peut en exister sur le marché, comme Y-Yeast puis Yeast Lab. On peut retrouver facilement 60, 70, 80 types de levures différentes qui sont associées à des styles de bière différents. Donc, mais moi, la plupart du temps, je vais fonctionner avec 3, 4, 5 types de levures. Mais c'est ça. Donc, une fois embouteillé, il nous reste juste assez d'espace entre le goulot et au moment où on a utilisé notre tube de remplissage pour laisser un espace d'air pour que la fermentation se passe bien. Le capsulage se fait et puis après ça, moi je dirais, généralement parlant, une semaine après, on peut commencer la levure a vraiment tout digéré le sucre qu'on a rajouté le sucre supplémentaire qu'on a rajouté dans la bière, et puis on peut commencer à déguster la bière. C'est évident que ça fait des bières sur lit, des bières sur levure. La levure a des qualités très bonnes au niveau de la santé. Il y a des protéines, des vitamines qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. Et par contre, aussi, c'est qu'une bière sur lit va se garder beaucoup plus longtemps qu'une bière commerciale. Une bière sur lit normale, mettons à 5 % d'alcool, va plus se garder facilement 2 ans de temps. Par contre, si, comme une IPA, si on rajoute du houblon accru, c'est-à-dire du houblon pendant la fermentation, pour rajouter des arômes à la bière, le houblon va garder sa propriété aromatique pendant 3, 4, 5, 6 mois, puis à mesure que la bière va vieillir, les arômes vont disparaître. On peut produire aussi des bières plus denses, c'est-à-dire qui ont plus de sucre au départ, donc des bières qui vont donner 5, 6, 7, 8 % d'alcool. Plus qu'une bière a d'alcool dans le produit fini,
mieux qu'elle va se garder. Comme j'ai fait une bière au sirop d'érable, ou si je fais une bière style Dubel belge à ce moment-là, à 8 d'alcool, on a intérêt à ce moment-là à garder la bière plus longtemps pour que tous les ingrédients, tous les sucres là, tombent en harmonie, puis ça fasse un beau produit. Évidemment, à la fin du processus, une belle étape intéressante qu'il faut tout laver. À la fin du brassage, là, j'ai terminé mon brassage, j'ai refroidi ma bière, j'ai mis ma levure. Là, il faut tout me taper l'étape de nettoyage là, de mon équipement. Sinon, là, vous savez, quand on travaille avec du produit sucré, là, c'est vraiment pas intéressant de laisser ça aller. Donc, j'ai une bonne étape d'1 heure et demie, 2 heures de lavage pour préparer tout l'équipement, que la fois suivante soit... Que tout soit prêt. Comme exemple, mon refroidisseur à contre-courant, il faut que je fasse passer une solution. J'ai tout un petit système de pompe là, qui fait passer une solution dans mon tube de cuivre pour vraiment laver l'intérieur de mon refroidisseur pour que la fois suivante, que tout soit propre. Ça, j'ai-tu une autre photo? Oui, je pense que j'ai une autre photo. Ah oui, c'est ça. Par la suite, pour moi, dans mon cas, c'est essentiel de bien étiqueter ma bière. J'ai un processus assez particulier. Je marque mon numéro de brassin, qu'est-ce que c'est, la levure qu'il y a dedans, ma densité finale que j'ai obtenue, parce que avec le taux de l'alcool, parce que le taux de l'alcool est calculé entre la différence entre la densité initiale et la densité finale, puis il y a une formule qu'on peut utiliser, qu'on utilise pour calculer le taux d'alcool. À ce moment, puis ensuite, je marque ma date de mise en bouteille, parce que c'est vraiment, faut être capable de repérer quel âge que notre produit a. Et sur chacune des capsules, j'ai la même information à ce moment-là. Au lieu de mettre des étiquettes sur chacune des bouteilles, moi, mes bouteilles sont lavées, stérilisées, trempées dans une solution d'eau de javel, rincées à l'eau, égouttées, puis storées jusqu'à temps que j'aie besoin de les utiliser. Bon, c'est à peu près ça. Donc, après ça, c'est la dégustation. Une bonne bière, lorsqu'on la verse, relativement bien vieillie, la levure reste au fond de la bouteille. Puis il y en a même qui aiment ça, retourner la bouteille, mettre un petit peu de la levure en suspension, prendre... Mais moi, j'aime bien la décanter, puis avoir un beau collet, et puis déguster ça tranquillement. Oui. Est-ce que ça prend beaucoup de place? Moi, oui. Il y en a qui peuvent produire leur bière avec un minimum d'équipement sur la cuisinière, puis avoir un produit satisfaisant, là. Ça, c'est sûr qu'il y a moyen de le faire. Pour faire une cuvée, ça prend à peu près combien de temps là, du début jusqu'à la fin? Là? Le processus complet, là? Donc, moi, personnellement, c'est une journée. Là. Je commence à 8 heures le matin, puis je finis à 4 heures de l'après-midi, 4-5 heures. Mais quelqu'un qui le fait sur sa cuisinière, il y a peut-être certaines étapes. Là, tu as une petite batch de 23 litres. Il y a des étapes. Moi, je connais des gens qui le font. C'est moins long que ça. Ça peut prendre 4-5 heures à ce moment-là. Mais c'est tout le temps le fun. Si quelqu'un qui serait intéressé à faire de la bière, c'est tout le temps intéressant d'aller voir quelqu'un qui en fait déjà pour aller... chercher tous les trucs. Comment tu fais? Mais c'est sûr que chaque personne a ses propres ajustements à faire en fonction de l'équipement qu'il y a, en fonction de l'espace qu'il y a. Puis, c'est sûr que il y a des particularités à chaque type de brassage, c'est sûr. Est-ce que ça nuit à la vie familiale? Non, j'espère que non. Mon épouse, à partir... Non? Ça nuit à la vie familiale?
Non, mais non, mais si jamais je me sens, non, c'est sûr, je prends de la bière tous les jours, mais je veux plus être hors contrôle. Non, c'est sûr que j'ai tellement de bière à la maison que. C'est parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.